Woody Allen est au début de sa carrière un comique qui fait du stand-up, des spectacles de scène, et puis qui progressivement travaille pour la télévision. Et il est sollicité pour écrire des scénarios. Et assez rapidement, la première expérience qu'il a en tant que scénariste ne lui plaît pas et il se rend compte qu'il ferait mieux d'être réalisateur pour avoir plus de contrôle sur ses films. Donc il va faire une série de films, il en tourne six longs métrages dans lesquels il fait vraiment de la pure comédie, hein, sous l'égide notamment de son idole qui est Groucho Marx, des Marx Brothers. Une comédie avec des blagues à peu près toutes les 5 secondes, quelque chose de très visuel et très grotesque aussi, hein. Il va dans toutes les directions. Il y a des films historiques qui sont des parodies de Tolstoï, dans Guerre et Amour. Il fait une sorte de science-fiction aussi, dans Woody et les robots. Il fait une satire un peu politique sur les républiques fantoches d'Amérique du Sud et les dictatures, etc. Et au bout d'un moment, il sent qu'il a une formule, il a beaucoup de succès, ça fonctionne bien, mais il a envie de passer un petit peu à autre chose. Et il sent qu'il n'ose pas trop baisser un petit peu le rythme comique de ses comédies. Il a trouvé quelque chose qui fonctionne, le public est assez réceptif, mais il est sur le point de passer à une autre partie de sa carrière et il recule le plus possible parce que il a peur un petit peu de l'inconnu. Il décide donc en 1975, après Guerre et Amour, qu'il a tourné notamment avec Diane Keaton, de changer un petit peu de registre et d'insuffler un peu d'autobiographie dans son prochain scénario. Et il va donc travailler avec un co-scénariste qui s'appelle Marshall Brickman, et il va vraiment créer un autoportrait qui va, sur bien des points, correspondre un petit peu à sa vie. Il a effectivement fait 15 ans de psychanalyse, il a effectivement 2 ex-femmes, et tout ce qu'on voit sur son parcours de comique correspond à ce que lui a pu faire et à sa propre carrière. Ceci dit, quand il parle un peu plus tard du film, il dit que le personnage d'Alby Singer est autant un autoportrait de Woody Allen que de Marshall Brickman, ce co-scénariste, dans lequel on va retrouver pas mal de traits et qui vont en fait fonder un petit peu ce que deviendra le personnage de Woody Allen dans sa carrière future, à savoir une sorte de névrosé, quelqu'un d'extrêmement pessimiste, d'obsédé par la mort, totalement paranoïaque concernant la question du judaïsme, et c'est quelque chose qu'on retrouvera dans une longue série de films, et particulièrement 2 films qui seront vraiment 2 autres pans d'une sorte de cycle autobiographique, à savoir Manhattan et Stardust Memories, où là, pour le coup, ce sera vraiment un portrait du cinéaste en tant que tel. Au départ, avec Marshall Brickman, ils ont une idée d'un film qui serait un petit peu policier, avec une histoire de meurtre et une enquête que ferait le couple suite à des actions un petit peu bizarres du voisinage. Et ils finissent par complètement abandonner pour vraiment se plonger dans ce que Woody Allen avait décidé, à savoir un film beaucoup plus intimiste qui vraiment traite de la relation amoureuse, du couple et d'une rupture amoureuse. Cette histoire, elle est mise dans un tiroir, mais elle sera exploitée, et ça, Woody Allen l'a fait beaucoup dans sa carrière, puisque 18 ans plus tard, en 1993, il va tourner Meurtre mystérieux à Manhattan, en réengageant Marshall Brickman et en faisant revenir Diane Keaton. Et là, c'est la fameuse histoire qui était prévue originellement lors de l'écriture de Annie Hall. Donc pour le casting, il n'y a aucun doute pour lui, c'est Diane Keaton qui veut. Donc Diane Keaton, ils ont une relation amoureuse qui a duré assez longtemps. Donc là, évidemment, il y a aussi beaucoup de liens à faire, hein, entre sa propre histoire, leur propre histoire et celle du film. Elle a d'ailleurs, elle aussi, été attirée par Hollywood, Diane Keaton, puisque elle a tourné pour Francis Ford Coppola, Le Parrain, qu'on a vu l'année dernière. Et elle a eu une relation avec Al Pacino, donc le fait de partir pour Hollywood, d'avoir une relation avec quelqu'un de célèbre là-bas, est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le film. Elle s'appelle d'ailleurs Diane Hall, son prénom c'est Annie, donc Annie Hall, ça fait vraiment référence à elle. Simplement, quand elle arrive dans le métier, le nom de Diane Hall était déjà pris dans le syndicat des acteurs, et donc elle a dû trouver un pseudonyme. Donc les hommages sont clairement évidents, et Woody Allen lui demande d'être elle-même. Au niveau du jeu, il s'agit vraiment de correspondre à sa personnalité, que Woody Allen trouve absolument fascinante, et il veut lui rendre un hommage et faire son portrait d'une certaine manière.
au point que la costumière, quand elle voit Diane Keaton pour lui proposer des habits, Woody Allen lui dit non, non, elle est très bien habillée comme ça, qu'elle prenne ses propres habits, et elle sera à l'origine d'une véritable mode d'ailleurs, hein. Elle devient une sorte d'icône du milieu arty et gauchiste des années 70 new-yorkais, avec ses accoutrements qu'elle invente elle-même, avec cravate, gilet, etc., et qui auront une vraie postérité. Donc le tournage est un tournage qui se déroule d'une façon extrêmement harmonieuse, dans la mesure où les deux principaux acteurs se connaissent très bien. La première scène d'ailleurs qui est tournée est celle des homards, dans laquelle il rit assez naturellement. Il y a pas mal d'improvisation, on le voit d'ailleurs au mouvement des caméras et à la façon dont on prend l'action en cours. Et Woody Allen a pour habitude d'avoir un canevas, une écriture assez prévue au niveau des scènes, mais un certain nombre aussi d'improvisations en fonction des lieux. On peut penser d'ailleurs à Charlie Chaplin qui fonctionnait un petit peu comme ça. Il arrivait dans des lieux et il faisait des répétitions, des improvisations, et au bout d'un moment, il chorégraphiait quelque chose qui deviendrait sa comédie. Donc il y a un certain nombre de scènes qui s'écrivent comme ça, au point qu'un jour, Woody Allen convoque 200 figurants à Coney Island pour une matinée, et finalement les renvoie chez eux parce qu'il n'a pas l'inspiration. Donc il y a un certain nombre de choses qui se construisent comme ça sur le plateau. Et il y a beaucoup de scènes qui sont tournées et qui seront finalement réduites, et on se resserre au fur et à mesure du tournage sur le personnage d'Annie, ce qui n'était pas nécessairement prévu. Le premier montage, qui est toujours un montage qui est beaucoup trop long, mais le premier montage faisait 2h30, et ils ont décidé d'enlever beaucoup de choses sur justement les relations aux premières ex-épouses pour resserrer sur le personnage d'Annie. Et à l'inverse, ils ont rajouté certaines scènes. Il paraît que la scène où il éternue dans la cocaïne aurait été accidentelle et qu'ils l'ont gardée au montage. Et la scène avec le frère qui revient en voiture et qui lui raconte toutes ses angoisses a longtemps été coupée, et elle a été remontée en fait après quelques projections test, une semaine avant que le film ne soit complètement bouclé. Le tournage aussi, c'est un moment important pour Woody Allen, parce que ce film, il le dit, c'est un film durant lequel il a appris énormément de choses, et il estime que ce film est un film pour lui de la maturité, qu'il atteint un nouveau palier dans sa carrière, notamment par la rencontre qu'il fait avec le chef opérateur, donc le directeur de la photographie, qui est Gordon Willis. Gordon Willis, c'est un chef opérateur d'assez grande renommée à cette époque-là. Il a fait justement les Parrains, donc en 72 et 74, et il est surnommé à Hollywood le prince des ténèbres par justement le très beau travail qu'il a pu faire sur les ombres et la photographie extrêmement dorée des films de Coppola. Et ça montre aussi l'ambition de Woody Allen, qui souhaite travailler avec quelqu'un qui a un travail esthétique assez poussé. Gordon Willis est quelqu'un de très autoritaire, de très colérique, qui va un peu imposer son ton, et Woody Allen s'en remet totalement à lui. C'est quelqu'un d'assez modeste en fait. Woody Allen, quand il parle de son travail, quand il parle de son rapport à l'esthétique, il explique que les choses lui viennent généralement assez naturellement. Il n'est pas là pour expliquer, pour intellectualiser son travail, contrairement justement au personnage qui joue et qui est un grand érudit. Lui s'en remet un petit peu à ce qui se passe sur le plateau et surtout les gens qui l'entourent. Et Gordon Willis, il va énormément s'appuyer sur lui et voir la manière dont il travaille et dont il compose les scènes. C'est à partir de ce moment-là de la carrière de Woody Allen qu'on va voir ce travail en plan séquence. Vous avez des longues prises, notamment la caméra qui se pose et on voit des gens qui parlent et qui arrivent en marchant pendant longtemps, et ensuite la caméra les suit. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera très souvent dans le cinéma de Woody Allen, et qui lui permet de travailler des scènes aussi durant lesquelles les comédiens vont pouvoir interagir un petit peu comme sur une scène de théâtre, dans des longs dialogues sans coupe, sans chant contre chant, qui vont évidemment permettre une meilleure synergie et quelque chose qui devient plus authentique sur la durée. Donc à cause de ça, le tournage va durer 10 mois, ce qui n'est pas très habituel jusqu'à présent dans la carrière de Woody Allen, qui tourne assez rapidement. Et il continuera à travailler, lui, avec Gordon Willis pendant 10 ans, et ils feront notamment la superbe photo noir et blanc aussi de Manhattan quelques années plus tard. À partir de ce montage final, le film est prêt et Woody Allen le laisse sortir. Et le film a un très grand succès critique. Et il va être nommé pour 5 Oscars, ce qui est assez rare dans la carrière de Woody Allen. Et en plus, les 5 catégories les plus prestigieuses, à savoir le meilleur film, le meilleur réalisateur,
le meilleur scénario et acteur et actrice. Le soir donc, de la remise des Oscars, le film en remporte 4, donc tous, sauf celui du meilleur acteur qui sera attribué pour Adieu, je reste, avec Dreyfus, un film que tout le monde a oublié depuis. Mais il emporte l'Oscar du meilleur film alors qu'il a Star Wars en face de lui. Et ce soir-là, Woody Allen est resté sur la côte Est. Et il joue dans son petit club de jazz, comme tous les lundis, où il joue de la clarinette dans son groupe, en expliquant à la presse ensuite, à propos des Oscars, il affirme, quand on voit ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, on se dit que ça ne signifie pas grand-chose. Donc il attache aucune importance à ces récompenses-là, et d'ailleurs, par la suite, il a toujours refusé, quand il venait à Cannes présenter des films, ça a toujours été hors compétition. C'est quelqu'un qui ne souhaite absolument pas être dans des compétitions et voir qui remporte ou pas le meilleur film. D'ailleurs, Woody Allen, quand il finit un film, il passe directement au suivant, il ne revoit jamais ses films, et il est dans un enchaînement créatif absolument continu. Il n'empêche que ce sera un des films les plus reconnus de sa carrière, et ça va lui permettre d'avoir une certaine aisance pour les suivants qui poursuivront un petit peu ces mêmes innovations esthétiques et puis cette même exigence en termes d'écriture. Quelques années après, Woody Allen réfléchit à la suite éventuelle de Annie Hall. C'est quelque chose qui l'accompagne assez longtemps. En 97, par exemple, dans un entretien, il explique qu'il a souvent songé à imaginer les retrouvailles avec les deux personnages, mais qu'il a certaines réticences, notamment après avoir vu Le Parrain 3 avec Diane Keaton, justement, où il sentait, lui, un petit malaise en ayant le sentiment que Coppola l'avait fait pour l'argent, pour exploiter un filon, et qu'il y avait quelque chose qui était peut-être moins sincère que la première fois. Il ne veut absolument pas donner cette image de là s'il retrouve ces deux personnages, et il finira par ne pas le faire, et ça m'étonnerait vraiment qu'il l'envisage encore aujourd'hui. Donc le film, c'est un film de la maturité d'une certaine façon. Hein. La première chose qu'on voit, c'est la manière dont le comique de Woody Allen passe d'un niveau à un autre. L'ouverture qu'on a, où il interpelle directement le spectateur, a l'air d'être encore une espèce d'héritage de ce qu'était le stand-up, où il discute, il fait des blagues et il a des petites punchlines comme ça, mais directement il va mettre en place un nouveau discours, il va faire des références à des choses plus mélancoliques, à un véritable questionnement philosophique, si vous voulez, métaphysique, qui nous emmène vers un humour plus adulte. Et effectivement, c'est un film qui, de ce point de vue-là, est aussi assez intéressant dans l'histoire de la comédie, et notamment de la comédie américaine, parce qu'on va y voir des thématiques qui ne sont pas du tout habituelles à l'époque. Hein, vous avez toute la question évidemment de la sexualité, le fait de l'aborder de manière aussi claire, c'est la première fois qu'on évoque justement les règles à l'écran dans un film grand public. Vous avez toute la question de l'insatisfaction sexuelle, toute la frustration, les accessoires, etc. Tout ça sont des choses qui ne sont pas du tout abordées généralement dans des longs métrages, peut-être plus justement dans des comédies au sens live, stand-up, etc., mais pas dans ce type de produit. Et on a vraiment une sorte de passage à quelque chose de nouveau, et une réflexion d'ailleurs sur les différents types de rire, puisqu'on voit la manière dont Woody Allen met une opposition entre le comique que lui pratique en tant que New-Yorkais érudit, qui cite beaucoup de références, qui parle de Bergman, qui parle de Ophuls, Le Chagrin et la Pitié, et de l'autre côté, vous avez Hollywood, avec cet endroit extrêmement ensoleillé où on est tous un petit peu désallumés et où les rires sont enregistrés mécaniques de façon industrielle. Donc il y a aussi un travail de caricature entre justement la côte Est et la côte Ouest que lui intègre, si vous voulez, dans sa propre comédie. Ce qui est aussi d'intéressant, c'est la façon dont il va faire ses portraits. Parce que le film, qui a l'air quand même d'être le portrait d'Alvy Singer, s'appelle Annie Hall, et le portrait qu'il fait de ce personnage-là est finalement un portrait qui ne lui rend pas vraiment service et qui ne le met pas en valeur.
hein. C'est un personnage qu'il est en train de faire naître et qu'on retrouvera, comme je vous le disais, dans un certain nombre d'autres films. Et c'est un personnage qui est un angoissé, qui est un obsessionnel, qui est très clairement difficile à vivre et sur lequel il insiste souvent comme étant quelqu'un finalement de peu aimable, quelqu'un qui justement ne sait pas profiter de la vie. Le titre qui était prévu au départ, c'était Anédonia, anédonie en français, à savoir le symptôme de l'état psychique d'une personne qui est incapable de ressentir le moindre plaisir. C'est ce que Annie lui dit à la fin, tu ne sais pas jouir du moment présent, tu ne sais pas profiter. Et c'est aussi le portrait d'un personnage comme ça qui est justement dévoré par ses angoisses et qui n'arrive pas à simplement profiter de la vie. Et ce portrait sombre est contrebalancé évidemment par le portrait de la femme en face de lui, mais il y a une véritable lucidité de la part de Woody Allen dans la façon dont justement il aborde toute la dimension autobiographique. On le voit parce que justement c'est quelqu'un qui certes est extrêmement drôle, mais qui en même temps montre la manière dont il, d'une certaine façon, sabote un petit peu toutes les chances qui lui sont proposées de profiter de l'existence. Mais il y a aussi un autre élément, c'est l'avant-dernière scène, lorsqu'on voit la pièce qu'il écrit, où il montre avec une grande lucidité ce que fait généralement un artiste, à savoir réécrire un petit peu sa vie et se donner le beau rôle, hein, puisque dans la pièce, Annie finit par lui dire « non, non, je reste avec toi », etc. Et là, on a cette complicité de nouveau avec le spectateur pour dire « voilà ce que c'est un artiste, généralement, ça transforme, ça réécrit ». Et là, pour le coup, on a justement quelque chose une mise en abîme où il nous montre que lui n'a pas fait ça et que sa comédie, elle est plus lucide, elle est plus grinçante, elle est plus décapée, si vous voulez. Le personnage d'Annie qui est en face de lui, c'est clairement, on en a parlé, une sorte de portrait a posteriori de Woody Allen de Diane Keaton qui lui offre en remerciement, hein, en gratitude de tout ce qu'elle a pu faire pour lui. Ils ont beaucoup tourné ensemble, ils ont vécu des moments que lui estime inestimables, justement, et il lui offre ce rôle dans lequel elle va pouvoir être elle-même. Et si on regarde la personne qu'elle est, surtout au début, ce qui plaît à Alvy Singer chez cette femme, c'est qu'elle est extrêmement différente de lui, alors que lui est toujours dans quelque chose d'extrêmement écrit, dans des blagues qui sont, on le sent, des blagues de la scène qu'il adapte dans une pseudo-conversation de tous les jours. Elle est totalement désordonnée. La première fois qu'elle lui parle, quand il sort du club de tennis, d'ailleurs c'est assez rare de voir Woody Allen faire du sport, profiter parce qu'après c'est terminé. Et il aura aussi justement une réputation à construire par rapport à ça. Mais elle s'exprime uniquement avec des onomatopées. D'ailleurs, le ladida qu'elle répète souvent, c'est une sorte justement de signature. Elle est dans quelque chose qui est complètement déstructurée, extrêmement libre. Elle rit, elle commente, elle s'interrompt. Et elle est dans un rapport au langage qui est extrêmement libre et qui, lui, le surprend. Et ce qui est intéressant dans cette justement comédie romantique, c'est le fait que la femme n'est absolument pas un alter ego. Au contraire, c'est la différence des deux qui fait qu'il est fasciné par elle et il admire en elle tout ce que lui n'a pas, voire n'est pas capable d'avoir. Et c'est là que se greffent justement toutes les innovations visuelles du film. Alors, avant de parler des innovations, il y a une chose qui est assez intéressante aussi, c'est le générique de départ. Vous avez ce fond noir et ces lettres qu'on connaît très bien aujourd'hui pour ceux qui ont vu d'autres films de Woody Allen. On a toujours les mêmes génériques, sauf que là, en plus, il est sans musique. En fait, quand il tourne, c'est la première fois qu'il utilise cette police et ce fond noir. C'est simplement par un souci d'économie. Comme d'habitude, il est très pragmatique, Woody Allen. Il se rend compte que dans ses comédies précédentes, il a fait des génériques qui sont assez parlants, avec de la musique, souvent des séquences un peu d'animation, des gags supplémentaires. Ça génère un budget particulier, des réunions, ça allonge les délais. Et là, il a envie de faire des économies. Il dit, mais ça sert à rien. En fait, le générique, quand le film commence, on a complètement oublié. Donc, il décide d'opter pour cette épure, si vous voulez. Et ça deviendra en fait sa signature qui, une fois encore, montre son rapport au travail. Il est dans quelque chose qui est assez pratique et l'idée de l'efficacité avant tout. Et en contrepoint par rapport à ça, vous avez toutes les inventions visuelles qui sont faites dans le film. Et là aussi, on est dans une rupture par rapport à ce qui précède dans la carrière de Woody Allen. Auparavant, on avait des gags très visuels. On est dans quelque chose de très cartoonesque. Vous avez des gags ou des séquences en accéléré, par exemple. Dans certains films de Woody Allen, il est dans un canon, dans Guerre et Amour, et puis il est projeté sur les lignes ennemies. C'est quelque chose vraiment qui est très proche du cartoon, très burlesque. Là, on va
passer à quelque chose de plus subtil, et toutes les innovations, elles vont se faire par rapport au récit. Et elles vont donner au spectateur et au personnage une sorte de surplomb sur son récit qui va lui permettre d'en accompagner un petit peu tous les remous et toutes les contradictions. Et ça va nous donner accès à des choses. Voilà, il nous permet de voir l'invisible, par exemple. On voit les pensées des gens grâce aux sous-titres. On voit la femme qui, comme un spectre, se dissocie de son corps lorsqu'elle a la tête ailleurs. Ça nous permet de voyager dans le temps, puisqu'ils vont revisiter l'école d'enfance, ils vont revoir le passé d'Annie et interagir directement. Et là, on a Woody Allen, le cinéphile, qui clairement convoque les cinéastes qu'il admire, les cinéastes européens notamment, la Nouvelle Vague ou Fellini, et qui leur rend un petit peu hommage et qui s'essaye à leur cinéma. D'ailleurs, pour la fameuse scène qui, elle aussi, est un peu fantastique, dans laquelle il fait intervenir Marshall McLuhan, le spécialiste des médias, au départ, Woody Allen voulait que ce soit Buñuel qui a refusé, puis Fellini qui lui-même a refusé. Il se voyait mal traverser tout l'océan Atlantique pour venir jouer un rôle de quelques secondes. Et donc, il finit par trouver Marshall McLuhan qui accepte de venir et qui, d'ailleurs, garde un souvenir assez peu agréable de l'expérience. Woody Allen, lui ayant absolument pas adressé la parole, il l'a pris pour la scène, il l'a posé, il lui a dit, et puis au revoir. Et ça, c'est pareil, Woody Allen, il parle pas trop aux gens qu'il connaît pas, mais pour son film, il veut bien les avoir. Et donc, vous avez d'autres idées comme ça, le fait de pouvoir parler aux gens dans la rue qui ont l'air d'être tous, finalement, des spectateurs. On voit cette espèce d'égocentrisme et la manière dont, justement, tout tourne autour de lui et il a des super pouvoirs. Il est aussi capable de vous faire des séquences en split screen où on voit les deux familles ou les deux chez le thérapeute en même temps. D'ailleurs, cette scène n'a pas été tournée en split screen. Ils ont construit un décor dans lequel ils jouaient exactement en même temps et on a le sentiment que c'est sur deux espaces différents. Et donc, on a, nous, une posture très agréable puisqu'on a accès à tout. Donc, il y a ce plaisir. Il y a le plaisir de la surprise, parce que les transgressions sont toujours évidemment assez amusantes et on nous interpelle directement, on crée une complicité avec nous. Mais au-delà du plaisir et de la dimension comique et des ruptures, de l'étonnement, il y a aussi quelque chose qui est en adéquation avec le grand thème du film, qui est celui justement de la rupture, de la perte et de quelque chose qui dysfonctionne. Puisque dès le début, dans cette intervention face caméra, le personnage d'Elvis Singer interpelle le spectateur, crée une complicité avec lui pour lui dire « j'ai perdu Annie, c'est terminé ». Et nous savons, en fait, pendant tout le film, il y a cette espèce de menace, de fatalité, si vous voulez, qui pèse. On sait que c'est terminé et que c'est voué à s'achever, malgré justement le fait qu'ils reviennent de temps en temps et qu'ils se remettent ensemble et que lui essaye jusqu'au bout de la reconquérir. Donc, tous ces remous, qu'on pourrait assimiler à une forme un peu moderne, si vous voulez, de marivaudage, ils se tournent autour, ils essayent, ils n'arrivent pas, eh bien, justifient aussi toutes ces expériences formelles qui sont certes amusantes, mais qui en même temps mettent en place, nous donnent à voir la séparation. D'ailleurs, les fameux split screen accentuent cette idée de familles culturellement totalement différentes, de discours chez le thérapeute totalement différents, qui ne cessent finalement de se séparer et de faire face à l'inéluctable. Et donc cet élément-là nous permet de voir justement la manière dont Woody Allen arrive en permanence à être sur le fil par rapport à un pessimisme fondamental qui compose son personnage et en même temps le regard profondément ému qu'il peut avoir sur ses personnages ou sur lui-même. Le plan final, justement, montre cette façon dont ces deux personnages ont gardé contact, sont restés en bons termes, ce qui est exactement le cas entre Diane Keaton et Woody Allen, ce qui explique même qu'ils puissent faire ce film, et nous font état d'une scène qui finalement se dilue, et ce très beau plan qui court assez longtemps sur la ville où les deux sont partis chacun de leur côté, on voit une espèce d'indifférence de la ville et c'est devenu deux anonymes qui se noient dans une ville qui reprend son cours, la circulation reprend. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette banalité, elle est aussi conditionnée par le plan, la manière dont il est tourné. En fait, si on regarde, c'est vu depuis l'intérieur du restaurant, le diner. Et on a vraiment le sentiment que quelqu'un au restaurant a vu deux personnes qui se disaient au revoir et puis ensuite continue à regarder la rue et il a vu ces deux personnes exactement comme il voit les voitures passer. Et c'est quelque chose qui s'étiole, qui s'efface. Et cet anonymat
des personnages renvoie finalement à l'universalité de ce couple, qui peut être un couple parmi tant d'autres, et le fait que Woody Allen parle d'éléments qui sont intimes, mais qui en réalité renvoient à ceux qui peuvent concerner absolument tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle son film bascule tout le temps entre la comédie, la romance, mais aussi une profonde mélancolie, une angoisse très nette de la mort et de la fuite du temps. On le voit à travers, évidemment, toute cette question de l'enfance, et puis cette manière dont lui se retrouve toujours empêché de profiter de l'existence parce qu'il a peur de mourir. Et on se retrouve dans ce film avec une explication, si vous voulez, de la posture qu'a décidé d'avoir Woody Allen par rapport à ses propres angoisses. Les différentes blagues qu'il fait sur voilà, je ne pourrais pas intégrer un club qui accepte des gens comme moi comme leurs membres, ou cette histoire de type qui dit j'ai besoin des œufs, qu'est-ce qu'on va faire si l'autre fou est interné, montre exactement la posture qu'a Woody Allen par rapport au problème de l'existence et la façon dont il arrive à en faire une comédie. C'est-à-dire qu'il embrasse cette absurdité, que ce soit une absurdité parce que les gens ont des comportements de dingue et qu'il en fait évidemment des portraits amusants, mais aussi cette absurdité de la vie puisqu'elle se termine par la mort. Et c'est à partir de cette façon extrêmement inconfortable d'être un témoin de ce qu'est cette vie étrange que lui crée exactement la comédie. Il montre quelqu'un qui est le genre humain, une sorte de misanthrope, mais il a une immense tendresse pour lui, et par extension, il a une tendresse pour tous les personnages. Et donc, la raison qui fait que ce cinéma est en train de naître pour Woody Allen et qui va avoir une longue postérité, qu'on va retrouver dans Manhattan, dans Stardust Memories, mais aussi dans d'autres, Anything Else, c'est aussi un portrait justement d'un vieux juif parano, où il joue encore son propre rôle, eh bien, c'est justement le fait qu'à partir de ses angoisses, à partir de son fort pessimisme, Woody Allen a réussi à trouver une posture inconfortable et d'être à la fois dans l'humour et dans l'amour et dans l'angoisse de la mort. Et c'est probablement pour ça que cette comédie fonctionne, c'est parce qu'elle puise justement toute sa force et toute son inventivité dans une grande tristesse. Merci de votre attention.